Donc bienvenue pour cette partie spoiler, j'estime que vous avez vu la série Andor, que vous avez vu le film Rogue One également, parce qu'on va bien sûr faire beaucoup de liens avec Rogue One, vu également la trilogie au moins originale de Star Wars. Donc pour parler donc de la série Andor de nouveau, cette fois en spoiler, et donc là on va se lâcher, on a 2 saisons, on a 24 épisodes à évoquer, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais vous me connaissez, je suis généreux, peut-être trop généreux, mais on y va, je parle trop déjà, ça commence bien. Ok, mais oui, du coup, la série, là, on va parler surtout de l'arc de Cassian, pour commencer, l'arc de Cassian Andor, qui commence par une violence policière, littéralement. C'est que la série commence, Cassian va tuer des gens. Ce qui fait déjà un miroir avec la scène d'intro de Rogue One où il tue quelqu'un également. Et je trouve que c'est une scène déjà qui vend parfaitement la série parce qu'on est donc à Morlana One, ça s'appelle. Ce monde-là qui est un monde qui fait très Blade Runner, où il pleut, qui fait très sombre, où le mec qui descend dans des escaliers, t'as déjà t'as des sphères ou t'as des concubines à l'intérieur des sphères, donc t'es plus du tout dans la vibe enfantine de Star Wars, quoi. C'est la scène d'intro de la série te vend totalement le décor et j'adore le travelling avec les lampadaires au-dessus, qui fait très film noir, qui marche très très bien. Et donc toute cette intrigue-là est là pour te montrer que Cassian, en fait, tout ce qui va déclencher la série, c'est lui qui recherche sa sœur, en fait. C'est que Cassian, c'est là qui est intéressant, c'est que Tony Gilroy avait dit que il aimait pas le fait que dans Rogue One, tous les acteurs parlaient avec leur accent natal. Et du coup, Diego Luna parlait avec son accent mexicain dans Rogue One. Et pour lui, ça n'avait pas de sens que tous les personnages avaient un accent différent dans Rogue One. Et donc, il s'est dit, je vais dire que le personnage de Cassian Andor provient d'une planète autochtone qui fait que son accent reflète ses origines, on va dire. Et donc il recherche sa sœur. Et donc, j'adore cette origin story de Cassian, qui dans Rogue One va te dire qu'il a rejoint le combat contre l'Empire depuis qu'il avait 6 ans. Donc, on suspecte du coup, le jour où il a eu ses 6 ans, c'était le jour où, peut-être pas l'Empire, mais en tout cas les séparatistes avant l'Empire, parce que Cassian, l'Empire a duré 20 ans, Cassian a au moins 35 ans, on va dire. Mais du coup, pour lui, sa guerre intérieure, sa guerre à lui a commencé le jour où ses parents se sont fait annihilé, je suppose, parce qu'on le découvre dans le monde de Kenari, qui est une espèce de monde où il n'y a que des enfants. Il y a un côté très Lord of the Flies, j'ai plus le titre en français du bouquin. On est dans un monde où il n'y a que des enfants qui vivent dans ce monde-là, des enfants adolescents, jeunes adolescents. Il n'y a plus aucun adulte, plus aucun parent. On découvre qu'il y a un énorme forage minier, et on suppose que ce forage minier a probablement émis un gaz qui a tué tous les adultes peut-être de ce clan, et donc on a ce véritable contraste entre ce jeune, il s'appelle pas Cassian, il s'appelle Kassa, c'est son vrai nom, donc Kassa qui découvre ce monde, qui avec toute sa famille tribale en fait, c'est qu'ils ont des arcs et des flèches, ils vivent en forêt, en autarcie, et ils sont heureux dans leur vie très simple et naturelle. Ils se retrouvent frappés par le monde impérial, le monde capitaliste qui leur tombe dessus, sans parents, sans rien, et donc là, ils vont commencer à se faire décimer, en fait. C'est que là, on voit que Cassian, pour la première fois de sa vie, va perdre un monde, en fait. Il va vivre le début d'un premier génocide dans sa vie, en fait. C'est que Cassian, ce qui est fascinant avec lui, c'est un personnage qui, de base, n'a pas de provenance natale, c'est que dès sa naissance, quasiment, l'Empire lui a tout pris. L'Empire, les séparatistes, pareil, quoi, on va dire ça. Les séparatistes, en tout cas, la politique de Star Wars, le régime Star Wars, on va dire, lui a tout pris, en fait. Et on lui a pris sa ville natale, on lui a pris ses parents, on lui a pris sa sœur, qu'il a essayé de chercher, parce que Cassian, c'est un personnage qui essaie de retrouver l'amour partout où il va. Il essaie d'avoir espoir sur le fait qu'il puisse retrouver l'espoir. Et du coup, c'était l'une des déceptions de beaucoup de personnes, c'est le fait qu'on ait que l'arc de la sœur n'ait jamais eu de payoff, en fait. C'est que la série commence par le fait qu'il cherche sa sœur, et jamais il trouvera sa sœur, en fait. Et en vrai, je trouve que ça, c'est beau, parce que je trouve que c'est un traitement très réaliste du fait que jamais Tony Gilroy va te faire une facilité scénaristique de Cassian va chercher sa sœur, à tous les coups, il va croiser un personnage important dans la série, qui va avoir un rôle important, et bim, plus tard, on va découvrir que c'est sa sœur. Non, jamais il fera ça. Pour lui, rien n'est dû au hasard, tout est cohérent dans le scénario. Et si Cassian doit chercher sa sœur dans l'infinité de la galaxie, jamais il la retrouvera. Certes, en grande partie parce que c'est une preuve d'espoir de sa part, parce que sa sœur est certainement morte, en fait. C'est que lui, il a quitté sa planète avant que sa planète se fasse décimer par l'Empire. À quel moment on peut supposer que sa sœur a survécu comme par hasard et pas les autres enfants, en fait? Cassian, c'est un immigré dont le monde a été totalement colonisé, démoli, détruit pour les ressources, et qui vit dans un monde adoptif, en fait. C'est un personnage qui est un pur produit de la rébellion et de l'Empire, en fait. C'est que dès la naissance, on lui a tout pris, et il est devenu le produit de ce que la galaxie lui a fait subir, en fait. Et donc c'est ce qu'on a avec tout l'arc de Kenari qui était très intéressant. On le maintenait face à un vaisseau impérial où lui il comprenait rien parce qu'il a jamais vu de métal ou de vaisseaux spatiaux avant depuis qu'il existait. Et donc tout le faux espoir sur sa sœur qui va avoir un beau payoff à la fin de la série, où la dernière fois qu'il va dormir dans la série, il va encore rêver de sa sœur, et on suppose que tous les jours il rêve de sa sœur, et que jusqu'à la mort il a dû penser à sa sœur. Du coup on peut interpréter totalement le fait que dans Rogue One, sa relation avec Jyn Erso, qui oui peut-être à la base devait peut-être se diriger vers le flirt, on va dire. Je trouve que c'est ce que je ressentais en tout cas en voyant Rogue One. Je pense qu'on peut plus le voir maintenant comme une relation frère-sœur, en fait.
Donc surtout à la fin, au moment où les deux meurent dans Rogue One, où tu as Cassian qui fait un câlin à Jyn et qui, je suppose, dans sa tête, doit penser à Bix, doit penser à ça, la sœur qu'il a jamais eue, doit penser en tout cas qu'il va se retrouver avec une femme avec qui il a de l'empathie et donc il va pas mourir seul en fait. Et donc c'est un personnage qui s'est toujours senti profondément seul, et jusque la mort, il aura trouvé la compagnie dans la mort. Et donc Cassian, du coup, dans cette série-là, va essayer de retrouver sa sœur qui ne retrouvera jamais. Et la dernière nuit, le dernier sommeil qu'il va avoir, c'est en rêvant de sa sœur, comme si dans un sens sa sœur l'appelait, parce que la destinée va le mener à sa mort en fait. Dans un sens, il va bientôt retrouver sa sœur. Donc il y a plein de choses à dire rien que sur la sœur déjà. Putain, je suis trop long. Mais voilà. Du coup, il a été adopté par Marva. Donc Marva et Clem, donc son père Clem, sur la planète Ferrix, qui là est une planète plus industrielle, plus ouvrière, où là, pareil, il a vécu une vie assez modeste. Et on voit que Cassian, c'est un personnage qui a toujours détesté l'Empire, parce que même dans sa jeunesse, on a vu que son père s'est fait pendre par l'Empire de façon injuste, en fait. C'est que l'Empire est extrêmement cruel dans cette série, et l'Empire peut même condamner des innocents juste pour montrer l'exemple, afin d'éviter l'insurrection des rebelles, de rebelles ou en tout cas d'entités qui essaieraient de lutter contre eux en fait. Et donc t'as Clem qui voulait juste stopper une manifestation, qui se fait condamner à mort et pendre. Et donc c'est là que tu vois les premières traces de Cassian en tant que mini-rebelle, où il essaye d'attaquer les Stormtroopers à côté du cadavre de son père. Et donc on voit que c'est un personnage qui a toujours eu la rébellion en lui, et qui n'a jamais accepté cette rébellion-là. C'est un personnage qui a essayé de gagner sa vie, mais de gagner sa vie en tout cas en essayant de faire du mal à l'Empire, en volant des morceaux de vaisseaux spatiaux, des machineries, des objets, des machins, en s'infiltrant chez eux. Tout ce qu'il a fait pour survivre, il l'a fait en provoquant l'Empire en fait. C'est ce qu'on découvre vraiment au début de la série, mais c'est une partie de lui-même qu'il ne veut pas accepter, parce que Cassian, lui, surtout, la chose qu'il veut surtout, c'est vivre une belle vie en fait, c'est vivre une vie heureuse, et vivre une vie avec de l'argent, en pensant que ouais, la vie que je veux, c'est une vie de bonheur avec l'argent, ma copine, ma mère, etc. En pensant que tout va bien se passer tout parfaitement, sans aucun problème, et qu'il pourra tourner le dos à l'Empire, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que pas du tout, quoi. Bien sûr, dans l'arc de Ferrix, il va se faire provoquer par des flics qu'on suspecte sont peut-être racistes, parce qu'il a la teinte un peu plus foncée qu'eux, etc. Il y a tout ce côté-là qui va mener à une violence policière, qui fait que Cassian va tuer froidement 2 policiers, dont un qui était libre, etc., mais qu'il tue froidement pour éviter qu'il le balance. Donc c'est un personnage qui, dès le début, est très ambigu, on sait pas de quel côté il est censé être, et c'est un personnage qui a tout fait pour survivre, et jusqu'à que Luten le retrouve, se rend compte du potentiel immense qu'il a. Mais Cassian, lui, veut pas lui montrer le potentiel qu'il a, c'est que lui, il veut pas lutter contre la rébellion, lui, il veut juste avoir de l'argent au début. Au début, c'est un mercenaire, en fait. Au début, c'est un personnage Luten veut tout faire pour faire en sorte qu'il rejoigne sa rébellion. En tout cas, il veut l'utiliser comme objet contre l'Empire, en fait. Et donc c'est cet aspect-là qui va nous mener à l'arc de Aldhani, un très bon arc également, où là Cassian n'est pas encore va bosser avec des rebelles, et c'est là qu'on voit la justice en fait du personnage. C'est qu'on a tous ces rebelles qui sont en train de faire un plan depuis 3 mois à Aldhani, et t'as lui qui 5 jours avant le casse, il débarque et les aide, alors que lui il gagne de l'argent et pas eux, parce que c'est des rebelles qui font ça pour la cause en fait. Et c'est là qu'on voit que c'est un personnage qui est très anti-héros en fait. C'est un personnage qui est assez détestable au début de la série, parce que tu te dis mais quelle merde quand même, quel connard, il fait juste ça pour le fric, etc. Et tu te rends compte que c'est un personnage en vrai qui cache ses émotions, quoi. Et c'est aussi quelque chose que l'on voit parfaitement via le développement de tous les personnages qui est autour de lui, quoi. Dans Aldhani, notamment le personnage de Nemik, donc Nemik qui reste un jeune adolescent qui a la vingtaine, on suppose, et qui est un personnage qui va beaucoup l'inspirer aussi, en fait. Parce qu'il y aura bien sûr tout le manifesto de Nemik par rapport à l'oppression, au capitalisme et à l'Empire, et donc aux insurrections des rebelles qui vont pouvoir peut-être stopper la puissance de l'Empire, qui va l'inspirer, ce qui va faire qu'à la fin de la saison 1, il va pas arrêter il va enfin écouter totalement le manifesto de Nemik. Donc c'est un personnage qui va vraiment être changé par le manifesto et donc l'idéal de Nemik, qui va représenter l'idéal de la rébellion en fait, et ça c'est magnifique. Et c'est ça qui va le mener à l'arc de la prison en fait, c'est que ensuite après l'arc de Aldhani, il va partir avec son argent, et ensuite il va essayer de vivre une vie heureuse en tout cas, il va essayer de vivre la meilleure vie qu'il peut. Il se rend compte que même sa mère a rejoint la rébellion, alors que lui il voulait pas que sa mère rejoigne la rébellion, parce que sa mère, le personnage de Marva joué par la très bonne Fiona Shaw, c'est un personnage qui toute sa vie a tourné le dos à l'Empire, en fait. C'est un personnage qui a vécu sa vie dans la culture de Ferrix, avec les sœurs de Ferrix, et qui est devenu une grande défenseuse, en tout cas une grande icône de la planète Ferrix. Mais en dehors de ça, c'est un personnage qui, oui, a perdu son mari à cause de l'Empire, mais qui n'a jamais agi, en fait. Elle a toujours vécu sa vie tranquillement.
Et au moment où elle se rend compte de la cruauté de l'Empire, au moment où elle se rend compte que son fils est recherché par l'Empire, au moment où elle se rend compte que l'Empire, dans la recherche de Cassian, va presque démolir la ville, tuer des innocents, tabasser des gens et créer le chaos, et là, elle choisit de se rebeller alors qu'elle est mourante, en fait. Elle est malade, elle est mourante, elle est sur la fin. Et sur la fin de sa vie, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je donne de la valeur à ma vie, il faut que je meure en me battant, quoi. Il faut pas que je meure les pouces levés, il faut que je meure en me battant. Et le plus beau, c'est que elle meurt avant de se battre, en fait. C'est qu'elle meurt de sa maladie, certes. Et en final, elle va se battre via son enregistrement post-mortem, qui va convaincre toute la ville de Ferrix de combattre, du coup, l'oppression de l'Empire. Et donc j'ai trouvé le contraste avec Cassian. Paradoxalement, Cassian, c'est un personnage qui est responsable de grandes causes rebelles, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'intrigues qui sont fondamentalement pas reliées à Cassian, mais toutes les actions où il est impliqué va créer le bordel dans la galaxie. C'est que Aldhani, c'est vraiment le point central qui va démarrer la rébellion, en fait. C'est que Aldhani, tout l'Empire est en train de paniquer quand tu as le cas de Aldhani qui arrive. Mon Mothma va être rassuré, Luthad va être heureux, l'Empire va péter un plomb. Et Cassian, à ce moment-là, il était même pas rebelle, il était juste mercenaire. Et donc, quand il débarque et qu'il y a Marva qui dit que putain, il y a Aldhani qui m'a donné de l'espoir et j'ai envie d'être rebelle, et t'as lui qui lui dit rien. Et c'est marrant parce que lui, il a participé au casse, mais il veut pas être rebelle, et il voit que sa mère, elle, devient rebelle. Mais il se rend compte qu'il sait pas quoi penser, quoi. Et lui, il essaie juste de vivre sa vie, sans Bix, son ex-copine, sans sa mère malheureusement. Il dort avec les meufs qu'il trouve, il vit la belle vie à Niamos, qui est une très cool planète aussi, une planète type Miami, assez stylée, avec la plage, etc. Et là, il se fait arrêter pour aucune raison. S'il y a des brillants qui courent, il y a Cassian qui est au milieu du chemin, et t'as un KX qui va le prendre, l'arrêter, alors qu'il a rien fait du tout. Et c'est là que le personnage se rend compte que jamais il pourra trouver la paix, en fait. Jamais il pourra trouver la normalité, jamais il pourra trouver la liberté. Parce que s'il essaye de vivre sa vie sans combattre l'Empire, la liberté, jamais il pourra la retrouver, quoi. Soit il faudra qu'il devienne un mercenaire, soit il faudra qu'il devienne un chasseur de primes, soit il faudra qu'il tombe dans des magouilles qui feront pas de lui l'homme bien que sa mère veut qu'il soit, en fait. C'est vraiment l'arc où il se rend compte que ouais, je peux pas vivre une vie heureuse, en fait. Si je vis une vie heureuse, à un moment donné, à tous les coups, l'Empire va gâcher cette vie, l'Empire sera là à tous les coins de la rue où j'irai, et un jour ils vont m'arrêter sans aucune raison, et c'est ça qui fait que cette transition vers l'arc de la prison est excellente, parce que dans l'arc de la prison, là il est obligé, il a pas le choix de créer une rébellion dans cet arc-là. Là il n'a pas le choix parce que là, il est enfermé dans une prison, et l'arc de la prison qui est magnifique, d'ailleurs c'est un très bel arc narratif, parce que c'est un arc qui s'inspire beaucoup du film de George Lucas, ce THX 1138, je crois que ça s'appelle. J'ai dû mal dire le nom, mais vous aurez l'affiche. Regarde, dans les visuels, tout est blanc, tout est fade. Tu vois ces personnages-là qui vivent jour et nuit dans cet environnement très blanc, très carré, très froid, sans aucune chance de voir le ciel, de voir la mer, de voir rien du tout, dans un endroit très claustrophobique et très étouffant, où on montre un empire cruel, en fait. C'est que tu as l'empire qui les met pieds nus, donc qui presque les déshabille, les humilie, en les électrisant avec le sol électrique. Donc il y a un côté très camp de concentration. Ils sont obligés de travailler toute leur vie, parce qu'au final on découvre plus tard que leur sentence de prison augmente à chaque fois, ce qui veut dire que jamais ils s'évaderont de prison, jamais ils seront libérés de prison, en fait. Leur sentence va toujours augmenter. Et c'est là qu'on montre l'inégalité de l'Empire, qui traite des déportés, en fait, des déportés tout simplement, faut dire le mot, des déportés de façon injuste, et il est condamné à mort, en fait, il est condamné à mort à travailler pour l'Empire jusqu'à leur mort, en fait, à vie, ils sont condamnés à mort, et tout ça va démarrer bien sûr avec la mort de Olaf, d'ailleurs, qui était joué par un acteur qui avait joué dans le Batman de 89, d'ailleurs, qui était le petit vieux, qui bien sûr, avec toute la force physique qu'il faut, au bout d'un moment, il est vieux, il a peut-être plus de 70 ans, il fatigue et il meurt, donc c'est là qu'on comprend la cruauté de l'Empire via le personnage de Andy Serkis, de Kid Aloy. Andy Serkis, putain, Andy Serkis, l'un de mes acteurs préférés, Andy Serkis. En plus, Andy Serkis, c'est un acteur qui a énormément joué des personnages en numérique, mais même lui en lui-même, il est extrêmement charismatique, physiquement, etc. Il dégage un vrai quelque chose, il a vraiment un charisme de dingue, Andy Serkis. Et ça, c'est vraiment l'acteur surprise de la série. Je m'attendais pas à ce qu'il soit dans la série quand je l'avais vu, j'étais yes. Alors qu'il avait joué Snoke dans la postlogie, où il avait été gâché honnêtement. Donc je trouve ça très très beau qu'ils ont réussi à parfaitement exploiter Andy Serkis dans un rôle qui est pas du tout du même acabit que Snoke. C'est que dans Snoke il joue l'empereur ultime, genre, alors que dans cette série-là il joue un ancien, je sais pas, ça peut être ce que vous voulez, un ancien poissonnier qui un jour devient le commandant de sa zone de prison, mais qui reste un prisonnier de l'Empire, en fait. C'est dans cette série, techniquement, par rapport au personnage de la grande œuvre Star Wars, ce personnage-là c'est personne.
Mais ça reste quelqu'un parce que ce personnage-là, c'est l'un des petits rouages qui va mener à la rébellion que Cassian va mener et à la destruction de l'étoile de la mort. Parce que tout dans cette série est une histoire de cause à effet. Mais ça, on y reviendra en plus en saison 2, je pense. Mais j'ai adoré le personnage de Kinoloy, qui m'a beaucoup fait penser d'ailleurs au rôle de César, bien sûr dans Andy Serkis de la planète des singes, ou pareil, c'est un personnage qui est assouvi par l'homme et qui va essayer de se rebeller avec son peuple, et donc il va avoir cette âme de commandant qui va diriger un peuple contre l'oppression. Donc j'ai retrouvé beaucoup de César en son personnage à Kinoloy, Andy Serkis. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là qui est très charismatique, qui use de sa voix, et qui use de ça pour que tout le monde la ferme en fait. Et au final, même lui va commencer à paniquer, va commencer à croire de moins en moins que l'Empire va le libérer en fait. Et là, lui, il perd l'espoir, et le seul moyen pour lui de retrouver espoir, c'est de participer à la révolte que Cassian veut commettre. Et donc j'adore ce dialogue que j'ai toujours en tête, tout le temps en tête. I'd rather die trying to take them down, rather than giving them what they want. Et cette phrase-là, elle dit tout. Elle dit tout, quoi. Il faut pas mourir en travaillant pour eux. Faut mourir en essayant de se battre contre eux. Même si on échoue, au moins on se bat pour la bonne cause, on se bat pour notre cause. On se bat pour la liberté, c'est ce que cet arc représente, quoi. C'est la liberté, quoi. C'est qu'on est assouvis tous, et même tous les petits personnages de cet arc-là. On a un personnage afro-américain qui est là, on a un personnage qui est roux. Ils sont très peu développés, mais on comprend on les développe juste par les petits gestes qu'ils font, par les petits regards qu'ils donnent à Cassian. C'est tous ces personnages, même Melshi, on a introduit Melshi dans cet arc-là. Melshi qui était un personnage tertiaire de Rogue One, et ils nous l'ont mis dans cet arc-là, genre Melshi. Du coup, maintenant, quand tu regardes Rogue One, dès que tu vois la petite dizaine de plans que tu as de Melshi dans le film, tu te dis, putain, Melshi, mais quel goat, quoi. Et quand Melshi meurt, tu te dis, mais non, pas Melshi, parce que Melshi, dans Andor, on l'a vu dans plein d'épisodes. Et donc, même ça, ils ont réussi à donner tellement d'importance à des personnages tertiaires de l'univers Star Wars, et même des personnages ultra secondaires, ils ont réussi à vraiment leur donner des rôles. L'Impérial dans l'arc de la prison, il a vraiment une gueule, par exemple. Lui, il a une gueule charismatique, là, une tête de nazi, par exemple. Donc ça marche bien aussi. Veuillez m'excuser pour les travaux qui est à côté de chez moi, il y a un petit déménagement à côté, donc vous m'excuserez d'avance. Où il y a Cassian qui demande à Kino combien il y a de personnes par étage, et il dit jamais plus de 12. T'as les frissons alors que c'est juste une phrase de merde, genre. Mais non, c'est pas une phrase de merde parce qu'il y a toute une puissance émotionnelle, scénaristique derrière, en fait. Et ça, c'est une grande série. Ça, c'est une grande et belle série, j'ai envie de dire. Et on a l'arc de la prison où tout le monde s'évade, où là, t'as Kinoloy qui est censé faire son grand speech envers tout le monde, et qui a peur, qui panique. Et j'ai adoré cette évasion où tu vois plein de personnages que tu as appris à connaître qui se font tuer de façon injuste, comme j'ai dit tout à l'heure, Blaster mort. Et donc, tu as plein de personnages que tu as appris à connaître de façon assez légère qui meurent dans cette rébellion, et c'est super triste. Et tu as ce plan magnifique où tout le monde saute dans l'eau pour s'évader, où tu as le logo de l'Empire avec les rebelles qui sortent du logo de l'Empire, du coup de la base de Narkina 5 qui prend la forme du logo de l'Empire. Et en termes de symbole, c'est absolument magnifique. Et moi, j'ai adoré l'arc de Kinoloy où on découvre qu'en fait, il sait pas nager. En fait, c'est un personnage qui, depuis le début, ne pouvait pas se sacrifier parce qu'il savait qu'il allait sortir de prison au bout d'un moment. Parce que sa fournée était presque terminée. Et quand il découvre que sa fournée n'est pas terminée, il panique parce que lui, il sait que dans tous les cas, même si lui, il s'évade, jamais il survivra parce qu'il sait pas nager, en fait. Donc ça veut dire que l'acte que fait Kino dans l'arc de la prison, c'est un arc qu'il fait vraiment pour les autres prisonniers, en fait. Il sacrifie sa vie pour les autres, pour la rébellion, pour quelque chose de plus grand que lui. Donc je trouve que sa fin est belle, en fait. Sa fin est absolument magnifique, parce que comme il ne sait pas nager, jamais lui profitera de la liberté que les autres vont profiter. Et donc il va certainement mourir, certainement se faire exécuter peut-être, mourir ou peut-être être emprisonné ailleurs, mais en tout cas, sa fin est ambiguë, sa fin on peut l'interpréter comme elle veut, mais en tout cas sa fin est parfaite, quoi. Dans ce regard de désespoir, où il a donné toute sa vie pour les autres, où il sait que lui ne trouvera jamais le bonheur qu'il vient de donner aux autres, donc c'est la base de la rébellion, c'est le sacrifice. Et d'ailleurs, je crois que la suite, c'est un peu la seule petite thématique alien qu'on nous a développée dans la série, parce que Cassian et Melshi, je crois, sont les seuls survivants des évadés. Du coup, ils arrivent à s'enfuir, et ils sont sauvés par 2 gros aliens qui sont moches et laids, entre guillemets, mais que fait, on découvre sont gentils. Je crois que c'est des aliens qui font la pêche dans cette planète, et qui sont dégoûtés parce que l'Empire a pollué cette planète. Du coup, ce sont 2 aliens qui sont complètement dégoûtés de l'Empire et qui ont vu leurs habitudes de quotidien se faire détruire par l'Empire, en fait. Donc j'ai aimé cette idée-là d'aliens un peu terrifiants qui au final sont des gentils aliens qui vont donc sauver Cassian et Melshi. Et j'aime bien à quel point il suffit de quelques mots, de quelques phrases pour te rendre compte à quel point la série est très cruelle envers ces personnages-là quand on te dit que Cassian et Melshi sont probablement les seuls survivants et les seules personnes
qui ont réussi à s'enfuir de Narkina 5. Du coup, je trouve que c'est quelque chose qui rend, le poids de l'arc encore plus fort. Parce que en fait, tout le monde a réussi à s'enfuir de la prison, mais pas de la planète. Et seuls ces deux hommes-là qui vont mourir dans Rogue One, auront été les témoins de cette cruauté-là. Et bien sûr, on peut déjà revenir sur la scène post-générique de la saison 1, où on découvre que tout ce qu'ils ont créé à Narkina 5, et bien en fait, ce sont des pièces qui vont constituer l'étoile de la mort, en fait. Ce qui est un twist encore plus... Bon, qui était évident, en vrai, c'était pas le truc le plus surprenant de la série, mais ce qui était une révélation encore plus forte émotionnellement, parce que du coup, Cassian a participé à la construction de l'arme qui va le tuer plus tard, en fait. Donc Cassian s'est condamné lui-même en participant, en construisant cette arme-là. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique et de très tragédie grecque dans ce côté-là, qui marche très très bien également. Et donc ensuite tu as Cassian qui va essayer de s'enfuir, qui va s'enfuir à Niamos, qui va apprendre la mort de sa mère. Et là aussi tu as d'autres dimensions par rapport à Rogue One qui vont se créer. Et la série est très injuste dans ce côté-là, c'est que par exemple Marva meurt hors champ. Marva on la voit pas mourir dans la série, elle meurt hors champ. Et donc, comme Cassian ne l'a pas vu mourir, nous on la voit pas mourir non plus. Notamment parce que sa plus grande scène, c'est sa scène post-mortem avec son fameux speech, en grande partie aussi. Et les speeches dans cette série. On va en parler après, mais le speech de Kino, très fort en émotion. Le speech de Marva, très fort en émotion. Je regarde cette scène très très souvent, où elle convainc Ferrix de se rebeller. Et d'ailleurs, je crois que Tony Gilroy à la base voulait mettre le F-word dans cette phrase-là, parce qu'à un moment donné, elle dit Fight the Empire. Lui, à la base, il voulait qu'elle dise F the Empire, on va dire. Et Disney a dit non, parce qu'il faut bien que Disney dise non à quelque chose. Disney, ils ont été trop gentils avec cette série. Et miracle que Disney ait été trop gentil avec cette série, j'ai envie de dire. Mais donc c'est ça qui fonctionne bien également. Et donc il apprend le décès de sa mère et il dit que oui, je suis sûr que ma mère aurait été fière de moi. Et il apprend son décès en sachant que jamais sa mère saura qu'il a été un rebelle, ce qui est encore plus triste. Et donc Cassian va essayer de consacrer sa vie à devenir ce que sa mère souhaitait être, ce qu'il puisse devenir en fait. Et en plus il apprend ça, il dit cette phrase-là fait un miroir avec Rogue One, où dans Rogue One juste avant de mourir il dit à Jyn Erso que son père serait fier d'elle, comme lui était sûr que sa mère serait fière d'elle pour ce qu'il a fait. Donc il y a encore une dimension tragique qui se rajoute, et en plus, il apprend sa mort en face d'une plage en fait. D'une plage avec un très beau soleil couchant, qui rappelle bien sûr le soleil démoniaque explosif, de l'étoile de la mort qui va le tuer dans Rogue One, donc la mort de sa mère qui fait un miroir avec sa propre mort, donc encore plus poétique également. Et puis ensuite, il choisit de revenir à Ferrix pour sauver Bix qui a été torturé, et donc en vrai il fait pas grand chose dans le final. Cassian il sauve Bix, il écoute le speech de sa mère, et ensuite il va sauver tous ses meilleurs amis de Ferrix, et ensuite il va accepter de devenir un rebelle pour Luten en fait. Et en vrai c'est fou de se dire qu'en vrai techniquement dans cette saison 1 on a vu Cassian évoluer de manière à ce qu'il puisse devenir un rebelle, de manière à ce qu'il puisse accepter de se rebeller, accepter la cause de devenir un rebelle. Sa mère est morte, sa copine s'est fait torturer. Là, sa planète va se faire décimer encore une fois, Ferrix, comme Canary avant, par l'Empire. Et là, c'est le moment où là, vraiment, il accepte de travailler pour Luten. Soit Luten le tue, soit il bosse pour lui. Il est prêt à mourir pour la cause, c'est bon. Et je trouve ça beau parce que limite Cassian, en vrai, il a jamais été rebelle de toute la saison 1, il n'est pas rebelle techniquement en fait. Et donc je trouve ça beau d'avoir toute cette évolution-là de lui qui au final n'est pas le grand héros de l'histoire. C'est un personnage qui va créer des conséquences et subir des conséquences qui vont le mener à ce qu'il devient en saison 2 du coup. Et donc c'est ça qui fonctionne avec l'arc des 1 an. Et je pense que la série aurait été absolument parfaite si on avait eu peut-être ne serait-ce qu'une saison en plus. Parce que je trouve quand même qu'on ressent un peu les arcs un petit peu expédiés en saison 2 quand même. Je trouve qu'il y a des arcs qui auraient pu mériter d'avoir beaucoup plus de développement que certains autres arcs. C'est vrai que c'est peut-être le petit défaut que je pourrais avoir, c'est par exemple on a la vengeance avec le Dr Gorst de Bix et de Cassian, qui manque de mise en place et qui aurait pu prendre au moins un épisode entier à être mis en place. J'aurais peut-être aimé voir plus de la relation amoureuse entre Cyril et Dedra par exemple. J'aurais peut-être aimé voir plus des habitudes de vie de Bix et de Cassian aussi. Donc peut-être voir Luten réagir au massacre de Gorman, voir l'après-mort de Brasso. Donc je pense que la série aurait été parfaite avec une 3e saison, je pense. Dans le sens où c'est vrai que c'est une structure très très unique dans l'histoire des séries télé, cette structure de 3 épisodes 1 an, surtout que quasiment tous les arcs de 3 épisodes se déroulent en 2-3 jours, donc c'est 2-3 jours d'1 an, donc ce sont vraiment que des événements uniques par arc en fait. Mais je trouve quand même que ça arrive à bien nous montrer l'arc de Cassian qui dans cette saison 2, en saison 1 il était peut-être le personnage le moins intéressant de la saison, qui avait une évolution un peu moins héroïque que les autres on va dire, il agissait moins entre guillemets. Je trouve qu'en saison 2 je trouve que là on exploite beaucoup plus le côté héroïque du personnage et le jeu d'acteur de Diego Luna.
Dans le sens où Diego Luna, pour moi, c'est pas du tout le meilleur acteur des acteurs de la série, mais dans cette saison 2, j'ai quand même trouvé très très bon, quoi. Je pense, on va en parler au fur et à mesure, mais cette scène d'intro où on est dans l'Empire, on voit Cassian avec une couverture impériale où tu te poses des questions, ou du coup, avec cette intro sans musique, où on voit juste les locaux de l'Empire avec le TIE Fighter, etc. Et là, t'as Cassian qui résume tout ce qu'il a vécu en ayant fait 1 an de mission avec Luten, en faisant ce speech vers cette jeune rebelle qui a choisi de trahir l'Empire dans sa station, de trahir sa mentor, de trahir son lieu de travail, de trahir ses habitudes de vie, et elle est en train de paniquer, elle est en train de pleurer, etc. Et t'as Cassian qui lui rassure en disant que tout ce que tu fais, c'est pour la grande cause. Tu sens la persévérance, la détermination et la fermeté de Diego Luna qui est excellent. Là, on voit à quel point, là, c'est bon. Il est devenu le Cassian de Rogue One, c'est bon. Il est devenu, il manque 2-3 éléments pour qu'il le soit définitivement, mais là, c'est bon. Il croit en sa cause, on comprend ce que Luten lui a fait apprendre en 1 an, et on voit qu'il a appris plein de choses, que maintenant il est beaucoup plus à l'aise dans l'espionnage, et donc dans le fait de piloter des véhicules, de manier des armes. Et je trouve que c'est un contraste qui marche bien avec cette scène d'action, qui est peut-être la séquence la plus Star Wars de toute la série d'ailleurs. La séquence, du coup, cette saison 2 voulait vraiment démarrer par l'action, pour aller dans le contre-pied de ce que les gens disaient de la saison 1, où ça démarrait assez lentement. Avec cette séquence où tu as Cassian qui est en train de piloter le TIE Fighter, il se rend compte que le TIE Fighter est conçu de façon totalement opposée à tous les manuels de vaisseau qu'il avait piloté dans sa vie. Et donc là, tu as un Cassian vraiment en situation très Star Warsienne pour le coup, où là, il est complètement paumé, il panique de fou, il manie des armes, il est en train de péter le vaisseau en maniant des armes. Et là, il y a des Stormtroopers qui arrivent, ils sont à chaque fois à 2 doigts de le tuer, et là, il panique, il a des réactions de stress très humoristiques. Et il y a vraiment cette relation, il y a vraiment ce côté très Amblin de Star Wars, où il s'en sent vraiment de justesse à chaque menace. Et juste en termes de visuel, c'était vraiment du pur blockbuster cette séquence d'intro. Du pur blockbuster de Star Wars, où même si tu connais le sort de Cassian, la mise en scène et l'ambiance visuelle et les effets visuels rendent tellement bien que tu arrives quand même à avoir de la tension dans cette séquence d'intro avec cette planète enneigée et magnifique. Et donc j'ai trouvé cette scène d'intro absolument excellente également pour démarrer cette saison 2 là. Et donc l'arc de Cassian durant ce début de saison 2, ce sera de voler ce vaisseau pour Luten. Et là on le retrouve encerclé par une branche de la rébellion. Je pense que c'est peut-être l'arc le plus faible de l'histoire de la série. L'arc où tu as Cassian du coup qui se retrouve au milieu de ces rebelles, qui au final, ces rebelles là ils meurent de faim, ils crèvent la dalle, ils commencent à perdre la tête, à devenir fous, ils sont coincés dans cette forêt tropicale depuis 2-3 jours. Normalement leur but à la base c'était de faire tomber l'Empire, mais ils perdent tellement la tête, ils arrivent tellement plus à bien s'entendre, à discuter, à trouver un moyen de s'en aller, qu'en fait ils sont en train de se fractionner et de se diviser entre eux. Et thématiquement parlant, cet arc là est extrêmement important, quoi. C'est un arc qui a montré à Cassian que la rébellion a besoin d'un vrai leader pour aligner toutes les alliances de la rébellion, pour créer l'alliance rebelle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un arc qui est extrêmement important parce que c'est un arc qui infantilise du coup les rebelles en fait. C'est vraiment des rebelles qui sont en train de se provoquer, de s'entretuer, de se manger entre eux par la peur, par l'oppression. Et c'est exactement ce que l'Empire veut, c'est ce que l'Empire évoque dans la série, c'est que l'Empire... Ils veulent que les rebelles se dévorent entre eux. Les rébellions dans l'univers Star Wars n'ont jamais marché parce qu'à chaque fois les rebelles se dévoraient entre eux, parce qu'ils étaient dans un état de survivalisme qui faisait qu'au bout d'un moment ils s'entretuaient et les rebelles devenaient eux-mêmes ennemis entre eux, entre chaque branche et même entre les branches elles-mêmes. Et donc c'est ça l'importance de cet arc-là, c'est de montrer que tous les arcs de rebelles que vous avez pu voir durant toute la série, ça sert à rien s'il n'y a pas une puissance, un leader pour tout unir en fait, et pour créer une vraie puissance qui pourra faire tomber l'Empire, une puissance qui allierait toutes les rébellions contre l'Empire. Donc c'est un arc qui est extrêmement important, qui va peut-être un peu trop dans la parodie, en infantilisant les rebelles, en les montrant manger de la bouffe comme des bébés, en les montrant faire un duel. En fait ils font juste un pierre-feuille-ciseau, quoi. Pierre-feuille-ciseau dans Star Wars, les gars. Voilà, pierre-feuille-ciseau. Et peut-être ma petite déception de cet arc-là, c'était aussi et c'était marrant parce que du coup, ils sont tous bêtes, ils disent tous de la merde, ils veulent tous s'entretuer. Et à côté, t'as Cassian, lui, les seules choses que Cassian lui dit, c'est des trucs pertinents. Lui, il essaie juste de survivre et de se barrer dans cette merde. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un peu le côté comique de Cassian. C'est que dans cette série, tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche, à chaque fois que quelqu'un le cherche, on retrouve Cassian dans la pire situation possible, et c'est assez marrant. Moi, ça m'a toujours fait rire le fait que tout le monde, même l'Empire, recherche Cassian, alors qu'il était enfermé dans une prison impériale, et personne n'avait cramé ça. Donc ça m'a toujours fait rire, par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser que dans Rogue One, Cassian dit qu'il a jamais été dans des prisons, mais t'as Chirrut qui lui dit clairement que si, t'as des prisons en toi. Donc on peut plus ou moins évoquer sa prison émotionnelle par rapport à Bix, etc., et à son vécu, mais aussi du fait que oui, il a vécu dans des prisons pires que la prison auquel il était dans Rogue One, bien pire. Donc peut-être qu'il y avait un peu d'ironie dans Cassian dans Rogue One, maintenant qu'on peut interpréter Andor dans Rogue One maintenant.
Bref, mais ouais, c'était intéressant de le voir en mode survivaliste, en mode j'en ai marre de ces conneries, moi il faut que je m'évade. Et donc j'ai trouvé ça cool de le voir s'évader, voler le TIE Fighter et se barrer, et les laisser s'entretuer, les laisser crever, ça je trouvais ça assez marrant. J'ai été un petit peu déçu quand même de tout le build-up sur la bête qui habite dans la planète, la bête qui pourrait les dévorer parce que la bête elle débarque en un seul plan, elle bouffe les deux mecs et on la voit plus jamais. Après je sais que la bête est là pour représenter l'Empire en fait. Donc je sais qu'il y a aussi ce côté-là, et donc on a ce twist qui est assez intéressant, qui montre quand même que même si... Cette série est là pour nous développer des personnages comme vous et moi de la vie quotidienne, qui un jour deviennent extraordinaires, et qui vont mourir pour une cause qui sera plus grande qu'eux, sans que eux, forcément, soient mémorés par l'histoire et par les gens. Et ben Cassian, quand même, c'est un personnage plutôt important, c'est quand même grâce à lui, il a participé à Aldhani, et c'est quasiment lui qui a trouvé Yavin, en fait. Parce qu'on découvre que du coup, le monde, le Brasso, la planète qui va accueillir la première alliance rebelle de l'univers de Star Wars, et ben c'est Yavin, et c'est cette planète-là qui a accueilli ces branches rebelles de merde qui s'entretuaient, donc j'ai bien ce contraste avec ce twist sur Yavin, où tu montres que Yavin soit c'était une planète d'espoir, avant les rebelles s'entendaient pas et s'entretuaient dans cette planète, donc il y avait une ironie qui était assez intéressante dans cet arc-là. Puis ensuite j'ai bien aimé qu'à la manière de sa mère, il va retrouver Brasso mort dans la séquence où il va massacrer tout le monde à Minaro, du coup. À tous les coups, on s'attendrait à ce que Cassian... c'est la saison 2, on va revoir Cassian parler avec Brasso, on va revoir Cassian parler avec BB2, et non, vous le verrez plus jamais, BB2 ne reverra plus jamais Cassian. Et en vrai, BB2 c'est un personnage qui est tellement triste, j'ai jamais eu autant de peine pour un droïde. Parce que déjà ils ont vraiment donné une attitude de toutou à BB2 en fait. C'est que c'est un petit robot c'est un robot qui a grandi toute sa vie avec Cassian depuis qu'il est enfant, c'est un robot qui est tout rouillé, c'est un robot qui pendant toute la série, il cherche Cassian, il dit ouais mais où est Cassian? Ouais mais il faut le dire à Cassian, ouais mais Cassian il revient quand? Etc. Puis à un moment donné il perd Marva, il perd sa mère, donc tout ce qui lui reste c'est que Cassian. Et au fait il y a que Brasso qui prend soin de lui, il aime beaucoup Brasso mais tout ce qu'il veut c'est Cassian parce que c'est comme son petit frère, c'est comme son grand frère un peu. Et au final il ne retrouvera jamais Cassian, Brasso va mourir et il va vivre seul dans la ferme. Et heureusement en scène post-générique on voit quand même qu'il est heureux, qu'il s'est fait un ami robot, que Bix est là, qu'il va prendre soin, que BB2 va probablement prendre soin de Cassian Junior. Donc voilà, ils l'ont pas oublié, j'étais content. Mais voilà, BB2, j'ai jamais eu autant de peine pour un droïde, il était trop mimi BB2, donc voilà pour lui, mais ouais. On montre à quel point la série est très brutale. C'est que Cassian arrive, il voit le cadavre de Brasso, quoi. Et ça, pour le coup, ça c'est vraiment une des séquences d'acting que j'ai beaucoup aimé de Diego Luna, qui perd encore un membre de sa famille, et on le voit en train d'emmener Bix et Wilmon, du coup, en sécurité, et on voit son regard plein de regrets, d'émotions, d'incertitude. C'est qu'à la fois il se bat, à la fois il est fatigué, à la fois il est heureux de les sauver, à la fois il a perdu un ami. Ces émotions sont tellement conflictuelles dans son visage que ça marche super bien. Et puis j'ai beaucoup aimé ce contraste avec du coup la musique, la fameuse musique en saison 1, Past Present, qui est l'une de mes musiques préférées all time maintenant, coup de cœur. Où justement dans cette musique là on voyait Marva emmener Cassa du coup vers un nouveau monde. Il quitte Kenari pour aller à Ferrix avec sa nouvelle mère, et il y avait ce parallèle qui était émis sur Luten qui emmène Cassian vers sa vie de rebelle en quittant Ferrix, qui était mis en parallèle, et là on remet ce parallèle là où cette fois c'est Cassian qui emmène Bix et Wilmon vers un nouvel avenir en pilotant le vaisseau avec un beau soleil en phase 2. Donc j'ai bien aimé du coup ce parallèle-là, parallèle qui va s'effectuer davantage avec le fait que la série va se terminer avec Cassian et K2 qui vont partir à l'aventure également dans un vaisseau spatial. Donc j'ai bien aimé la boucle qui se boucle par rapport à cet arc-là, et puis ensuite on va retrouver Cassian, et j'ai bien aimé cette partie-là, où encore une fois Cassian il est vraiment iconisé un peu comme une sorte de héros, c'est qu'il a une musique assez héroïque, tout le monde l'appelle, tout le monde le cherche, tout le monde veut Cassian, tout le monde a besoin de son aide. L'arc Gorman qui démarre, et on voit Cassian j'ai trouvé ça super intéressant de voir le quotidien de Cassian et Bix à Coruscant. Déjà, j'ai toujours trouvé ça super intéressant de voir que une grande partie des rebelles vivent à Coruscant, donc qui est littéralement le berceau de l'Empire. J'ai bien aimé la façon dont ils ont exploité les ellipses d'un an à chaque fois, en montrant que là on a sauté d'un an, mais on a appris que Cassian a tué un jeune Stormtrooper, on va dire, parce qu'il avait vu le visage de Bix. Et donc durant tout cet arc-là, t'as Bix qui se demande, on n'est pas mieux que l'Empire en fait, parce que Cassian a tué un adolescent parce qu'il avait vu son visage, et il se dit mais
est-ce qu'on est mieux que l'Empire en fait? Est-ce que nous, tout ce qu'on fait c'est pour le bien en fait? Et donc j'ai bien aimé cette remise en question de Bix sur des événements qui sont jamais vus en fait. C'est que de l'acting, c'est que du dialogue, et pourtant ça marche super bien de voir la paranoïa de Bix par rapport à Cassian, et de les voir vivre dans leur plan à Coruscant, de voir Cassian qui est complètement paranoïaque et qui veut pas aller dans un supermarché parce qu'à tous les coups il y aura des caméras, à tous les coups ils vont se faire voir. Et vraiment j'ai adoré cet arc-là où t'as Cassian qui essaie de rassurer Bix mais il arrive pas. C'est que Bix a vécu une vie tellement difficile que même lui ne peut pas la sauver entre guillemets. Et du coup, il accepte d'effectuer une mission à Gorman pour Luten. Mais le truc, c'est que Cassian, même si au début de la saison 2, on a l'impression qu'il ferait tout pour la rébellion, là, il a tué un jeune homme, il a perdu Brasso, il essaie de vivre un semblant de vie avec Bix, en mangeant, en dormant avec elle, etc. depuis quelques temps. Et là, t'as Luten qui lui propose une nouvelle mission, et lui, il est prêt à dire que c'est la dernière mission. C'est que même s'il croit en la rébellion, il a de moins en moins espoir en la rébellion, et donc j'ai beaucoup aimé la partie où du coup il devient Varian Sky, où là où Diego Luna s'amuse en Varian Sky, où il s'est passé pour un artiste, et il est bien frais, avec des habits qui font très Coruscant, il est très noble, très souriant, très élégant, etc. Et j'ai bien aimé cette séquence où il va à Gorman, où il fait cette mission pour Luten, pour aider Gorman à créer leur propre rébellion à eux, et tu penses vraiment que Cassian va être le héros qui va leur tenir secours, et en fait non. Durant tout l'arc, tu as Cassian qui est en train de se déconstruire, en fait, il se dit mais c'est qui ces tocards en fait. Et on a la fille de Résine, je crois il s'appelle, on a la fille de Résine qui lui donne rendez-vous façon espionnage. D'ailleurs quand il arrive à Gorman, on a le jeu des ombres avec son ombre sur la flaque d'eau que j'avais évoqué sans spoiler, où du coup il vient la voir en mode espionnage, les deux avec une double identité, et t'as Cassian qui est en train de lui dire mais frère, j'ai vu vos espions partout, à tous les coups l'Empire vous crame, vous êtes totalement chauffés, vous êtes trop nuls les gars, attention vous vous mettez en danger et tout. J'ai bien aimé cette séquence-là où tu vois à quel point Cassian a appris de Luten, et à quel point il se rend compte que Gorman c'est des jeunes rebelles, et qu'ils sont en train de se lancer beaucoup trop vite à la rébellion, et qu'il faut qu'ils prennent leur temps, il faut qu'ils soient beaucoup plus professionnalisés sur être des espions et des rebelles. Et donc tu vois le personnage de Résine, je crois il s'appelle, qui est aussi un personnage très très touchant, on en parlera plus tard, peut-être plus avec l'arc de Cyril, qui perd foi en Cassian, parce que Cassian voit qu'il peut rien faire en fait pour Gorman, et il trouve que Gorman, y a rien d'intéressant là-dedans, et donc il se barre en fait. C'est qu'on s'attend à ce que Cassian soit le héros de l'histoire, et en fait non, il se barre. Il se dit y a rien à faire ici, je peux rien faire pour eux, je me casse. Et donc quand il se casse, il s'embrouille avec Luten, et ensuite il choisit de continuer de vivre sa vie avec Bix. Et donc il y a la fameuse séquence où il se venge du Dr Gorst, et ensuite on découvre qu'il a carrément quitté Luten et que maintenant il est à Yavin 4, du coup un an après, où il vit sa vie du coup avec Bix. Et du coup c'est intéressant encore une fois, j'aime beaucoup le parallèle avec le fait que il est quelque part dans un nouveau chez lui en fait, dans le sens où Yavin 4 ressemble beaucoup à Kenari en fait, que soit sa porte très circulaire qui rappelle aussi un certain plan de la saison 1, et l'univers très forêt, très rural, qui lui rappelle c'est son enfance en fait. C'est que du coup sa dernière maison avant de mourir, ce sera une maison qui ressemble presque trait pour trait à son environnement de naissance. Donc ça, je trouve que c'est, dans le côté esthétique, c'est quelque chose d'assez beau, je trouve, dans l'idée. C'est un personnage qui reste un rebelle, mais cette fois pour Yavin 4, on voit qu'il s'est blessé, et t'as toute cette partie intéressante où enfin la série, parce que comme j'ai dit, la série ne parle pas de Jedi, etc., mais on parle de Force, enfin en fin de saison 2, on parle de la Force dans la série. On met parfaitement bien en place la réluctance qu'a Cassian envers la Force dans Rogue One, quand il rencontre Shimut Imwe par exemple, quand il y a cette dame qui essaie de soigner sa blessure, et qui lui dit qu'il y a un grand avenir qui l'attend, qu'il est le messager, et lui il a peur de la Force, pour lui c'est un personnage qui est trop factuel, donc tout ce côté mystique, je trouve que ça lui fait peur, et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est pas du fanservice la Force en fait dans cette série, parce que c'est une série qui va créer, déjà c'est une série qui va créer un côté très messianique, prophétique à Cassian, dont le destin est prédestiné en fait. C'est que tous les personnages de l'univers Star Wars ont un peu de force en eux en fait. C'est que la force, c'est cette puissance prophétique qui fait que tu es prédestiné à un avenir qui est plus grand que toi en fait. Et Cassian n'est pas sensible à la force certes, mais la force ressent Cassian et ressent le rôle important qu'il est censé avoir en faisant exploser l'étoile de la mort, qui va mener à l'arrivée de Luke Skywalker, qui va mener à la reconversion de Dark Vador en Anakin Skywalker, et à la chute de l'Empire. On voit que toute cette histoire de cause à effet commence avec Cassian en fait.
Cassian donc qui va devoir se sacrifier dans Rogue One. Et donc moi j'ai trouvé tout ce passage avec l'actrice qui joue la guérisseuse, qui a un visage très touchant, qui fait très guérisseuse de force. Je trouve que c'est un très bon casting. Et donc j'ai aimé ce côté-là qui va énormément impacter le personnage, mais surtout énormément impacter Bix en fait. C'est que lui il va accepter d'aller à Gorman, mais pas forcément pour Luten, mais surtout pour se venger entre guillemets de Dedra qui a torturé le père de Wilmon, qui a torturé Bix, et donc de la tuer. Et c'est là que Cassian du coup, Cassian pareil. L'arc de Gorman, pareil. Dans l'arc de Gorman, il fait pas grand-chose, encore une fois, mais il est spectateur, en fait. C'est que il fait pas grand-chose, la seule mission qu'il a, c'est de tuer Dedra, il va pas y arriver, et en fait, dans cet arc-là, il sera surtout spectateur. On parlera de l'arc Cyril après, par rapport à ça. Et donc, ce qui est intéressant avec cet arc-là pour Cassian, c'est pas qu'il agit, parce qu'il fait pas grand-chose, en fait, c'est qu'en fait, à part le fait qu'il se fasse passer pour un photographe, etc., c'est que il participe à un nouveau génocide en fait. Il a participé au génocide il a été dans le génocide de Kenari. Il a vécu les derniers jours de Ferrix avant que Ferrix s'est probablement fait massacrer. Et là, il est en train d'assister au génocide de Gorman en fait. Donc c'est un personnage qui a vécu 3 génocides en fait. Et c'est là qu'on voit que c'est trop pour lui. Et t'as Diego Luna qui a cette larme à l'œil qui sort de son visage extrêmement touchante à la fin de l'épisode, qui montre toute la souffrance qu'il a vécue, et ça justifie tellement la force et la croyance qu'il a dans Rogue One pour combattre l'Empire. Et ensuite il y a toute la partie du coup où il veut plus du tout il veut arrêter la rébellion, il est fini, etc. Et là, il y a la mission, il doit sauver Mon Mothma, du coup, il rentre à Coruscant, etc. Et c'est très satisfaisant de voir les 2 acteurs principaux de la série, donc Genevieve Riley et Diego Luna, du coup, être ensemble. Mais peut-être, je pense qu'on en parlera plus dans la partie Mon Mothma, cet arc-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout la relation qu'il a avec Luten, qui est prêt à tout pour la rébellion, et on sent que la dernière fois qu'il voit Luten avant de partir de Coruscant, il lui demande de venir avec lui. Il a beaucoup de respect pour Luten, en fait, c'est que Luten a laissé le génocide de Gorman se faire pour étendre davantage la rébellion, et t'as lui qui est pas d'accord avec ça, mais n'empêche que Luten a toujours agi pour la rébellion, et donc j'ai beaucoup aimé cette relation avec Luten qui sera très importante pour la suite. Et ensuite il y a la fameuse séquence où il revient de Coruscant, où Bix le quitte, où Bix du coup lui fait un dernier câlin, et au réveil Bix s'en va et se sacrifie pour la rébellion, et donc Cassian se retrouve seul, et là cette fois Cassian, il n'a plus aucune chance de pouvoir quitter la rébellion, là c'est officiel, c'est sûr. Il devient le Cassian qu'on connaît dans la tragédie. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait bien sûr la création de K2SO qui se déroule en parallèle de ça. Parlons du personnage de K2SO, c'est assez court parce qu'on ne voit pas tant que ça. Mais oui, Alan Tudyk était assez déçu de ne pas pouvoir être dans la saison 1 de Andor, parce qu'à la base, la série de base, ça aurait dû être une série duo entre Andor et K2SO. Mais au final, ils ont tout refait. Et le truc, c'est que Tony Gilroy ne voulait pas le mettre en première saison, il trouvait que ça rentrait pas assez bien. Mais il savait qu'il était obligé de le mettre, donc il l'a mis en saison 2. Bon, il l'a quand même mis sur la fin de la saison 2, donc il l'a mis quand même relativement tard. Mais il faut pas aussi oublier que K2 c'est un personnage qui coûte cher, c'est un personnage en numérique, en CGI, donc je comprends aussi pourquoi il a fait ça. Mais j'adore à quel point ils arrivent à bien iconiser les robots KX en fait. Rien que cette première scène où t'as Cyril qui rentre dans la salle d'attente, et là t'as les robots qui sont dans la salle d'attente, qui sont planqués là-dedans, qui attendent que le massacre de Gorman s'effectue pour rentrer en mission et pour tous les massacrer. C'est tellement froid et creepy comme scène. C'est comme si t'avais une bombe nucléaire dans une salle d'attente chez le docteur, quoi. C'est vraiment l'imagerie de cette image-là marche très très bien, avec je suppose K2SO qui regarde Cyril. Et j'ai bien aimé les mêmes qui disent que quand il a vu Cyril, il s'est dit ouais bon, je vais me rebeller moi. Ça c'est assez marrant. Moi j'ai toujours trouvé les robots K2 plutôt, je trouve qu'ils ont un côté cute en fait, avec leurs yeux, avec la manière dont ils se déplacent, et puis le côté humoristique de K2. Et ensuite, quand tu vois des KX détruire des Gormans, briser des nuques, défoncer des corps, les balancer comme pas possible, en un coup, ils tuent quelqu'un direct, cash. Ah, c'était flippant, tu vois, c'était flippant. Je trouve que les KX sont très imposants, très violents, très, très puissants, et franchement, je trouve que ça rendait le massacre de Gorman encore plus horrible. Quand tu vois ces robots inhumains, sans aucune humanité, qui tuent les gens avec leurs mains, ça marchait très très bien jusqu'à le moment où du coup ils réussissent à stopper un robot, Cassian va le garder avec lui, va le reprogrammer. Et j'ai bien aimé le côté Frankenstein de la reprogrammation de K2, qui du coup, qui reste dans cette logique de monstre, en fait. C'est qu'à la base, on a un peu une imagerie de monstre quand on voit ces robots-là. Et là, boum, t'as K2 qui est tout gentil, tout mignon, et qui est là, ouais, bonjour. Donc je trouve que le contraste marche très bien entre les robots qui sont extrêmement cruels et K2 qui a l'air d'être un mec sympa. Et K2 essentiellement est là pour l'humour dans les derniers épisodes, mais c'est de l'humour bien dosé, ça reste un personnage assez touchant. Moi j'aime bien la relation avec Cassian, où c'est le mec qui est très light, très jovial, qui respecte les règles, et t'as Cassian qui lui remercie jamais quand il le sauve, qui est assez hautain envers lui. C'est la relation du bad boy avec du bad boy good boy qui marche assez bien dans leur alchimie. Et puis Alan Tudyk est toujours aussi bon dans le rôle de K2 également. Et encore une fois, ça crée ce contraste avec le fait que, bien sûr, lui aussi, un peu à la façon de la scène des couloirs dans Rogue One avec Dark Vador qui massacre tout le monde,
K2 aussi a le droit à sa scène de couloir où il massacre tout le monde, où il prend le cadavre de Hurt pour s'en servir comme bouclier. Non mais c'est ça, c'est vraiment le contraste que j'aime avec K2, c'est que c'est un personnage qui a l'air très très jovial, mais à la fois il est super brutal quand il bute des gens, donc c'est un personnage qui fonctionne très très bien, et qui nous permet de s'attacher davantage à lui, bien sûr, quand il mourra également dans Rogue One, bien sûr. Donc c'est aussi donc là c'était un retour qui était très très rafraîchissant de la part de K2SO aussi. Comme le personnage de Melchi, c'était cool de voir le personnage de Melchi du coup revenir, et donc j'ai bien aimé le fait qu'on ait montré que le flingue qu'avait Cassian Aldhani, lui aussi avait évolué de guerre en guerre jusqu'à arriver à Yavin 4. Et j'avoue que c'était une idée, parce que du coup il avait donné à Melchi, donc j'ai bien aimé le fait que Tony Gilroy insiste beaucoup sur le côté historique. C'est qu'il y a beaucoup de grandes figures héroïques qui vont été présents dans plein d'événements de l'histoire, et il y a même plein d'armes, d'épées, de pistolets, de machins qui ont traversé l'histoire également. Et donc j'ai bien aimé qu'il fasse ce petit jeu scénaristique là avec le pistolet de Melchi, qui était à la base le pistolet de Cassian en saison 1, qui était aussi une idée qui marchait bien. Et puis Melchi, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Melchi, c'est un personnage qui était assez sympathique, qui était très présent sur les derniers épisodes, qui fera en sorte qu'on sera beaucoup plus attaché à lui, du coup, en saison 2, dans Rogue One, maintenant qu'on sait d'où il vient, maintenant qu'on sait ce qu'il a vécu avec Cassian, et maintenant qu'on l'ait vu vivre des moments d'humanité avec Cassian, et K2 quand il joue au poker spatial, avec la caméra qui tourne de façon très dynamique, en contraste au plan très rigide de l'Empire par exemple. Donc Melchi aussi c'était très intéressant de le voir. Et moi j'ai trouvé ça très poétique, le fait que du coup la dernière mission que Cassian fait dans cette série, il le fait pour Luten. C'est que, oui, maintenant il est à Yavin 4 certes, mais la dernière chose qu'il va faire c'est pour Luten, parce qu'il est extrêmement redevable envers Luten, et parce que sans Luten il n'y aurait pas Yavin 4, il n'y aurait pas la rébellion. Et j'ai trouvé ça très poétique, le fait du coup que la dernière mission que Cassian effectue dans cette saison, c'est de sauver une jeune femme qui a besoin de son aide. Ce qui est quelque chose qu'il a littéralement essayé de faire durant toute la série, en essayant de sauver en sauvant Bix en fin de saison 1, et en essayant de retrouver sa sœur en fait. Donc je trouve qu'il y a tout un comparatif à tout ce qu'a vécu Cassian, que la dernière mission qu'il effectue dans la série, c'est de sauver du coup une jeune femme dans le besoin, on va dire, avec Cléa. Et j'ai bien aimé le fait que le final de la série soit essentiellement un miroir avec le premier arc de la série en fait, où t'as le sergent Hurt, qui est le jeune mec inexpérimenté qui commande une escadron qui est beaucoup plus à l'aise que lui, et qui le rabaisse un peu. Exactement comme Cyril en saison 1 quand il essaie de prendre d'assaut Cassian à Ferrix. Donc j'ai bien aimé le fait que le final de la série fasse miroir avec le début de la série, donc c'est aussi quelque chose qui fonctionnait très bien. Et puis on développe bien le côté tête brûlée de Cassian, qui peut critiquer aussi un peu la rébellion par rapport à l'Empire. C'est que comme l'Empire, la rébellion a aussi des règles qui pourraient empêcher peut-être d'immerger d'autres formes de rébellion, qui feraient que peut-être la rébellion ne vaut pas mieux que l'Empire dans les règles qu'ils établissent. Ce qui peut-être peut aussi aller encore plus loin et effectuer un parallèle même à la Nouvelle République qui se fera après la trilogie originale. On se rend compte que la Nouvelle République au final est presque aussi débile et aussi ordonnée de façon négative que l'Empire au final. Donc on peut aussi peut-être voir une interprétation comme ça, mais je vais trop loin je pense. Et donc il y a toute la séquence que j'ai adorée, je pense que c'est ma séquence préférée de Diego Luna dans la série, je pense peut-être en termes de pur speech. En fait dès qu'il y a un speech ou un long dialogue, je suis en kiff. Mais vraiment toute la séquence où t'as Diego Luna, t'as Andor qui défend Luten devant tout le conseil, et t'as tout le conseil, et là tu te rends compte vraiment que la rébellion a été fracturée par Luten, par tout ce que la série nous a montré, nous montre à quel point la rébellion a été fracturée. Je trouve que ça c'était une scène qui était absolument magnifique aussi, où Cassian du coup veut préserver l'héritage de Luten, et veut finir le travail de Luten, et je trouve que ça rend son combat dans Rogue One encore plus fort, parce que du coup on se rend compte que tout ce qu'il fait dans Rogue One, c'est terminer le combat de Luten en fait. Il meurt en accomplissant ce que Luten lui a révélé avant de mourir, et donc il finit son travail, et donc il meurt en protégeant ce que son mentor lui a offert avant de mourir, quoi. Donc je trouve que ça rend son sacrifice encore plus fort en émotion également, jusqu'à bien sûr, du coup tout le moment, il rêve de sa sœur pour la dernière fois. Il y a la Force qui commence à l'accompagner également, parce que du coup on découvre, il y a bien sûr Bail Organa qui lui dit que la Force soit avec vous, parce que Bail Organa il connaît Obi-Wan, il connaît les Jedi, et donc il est très proche de l'univers de la Force, et en faisant sa marche, et c'est ça qui est con, c'est que la série se termine sur une marche. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser à la marche de Gus Fring dans Breaking Bad, une marche très forte en émotion, très importante, qui symbolise le personnage qui se dirige vers sa destinée fatale, on va dire. Il y avait vraiment ce côté-là dans cette fin, avec lui c'est là dans cette séquence-là, c'est juste Cassian qui part vers son vaisseau spatial en fait. Et au final, toi en tant que spectateur, tu sais qu'il marche vers sa mort en fait. Et donc je trouve que la mise en scène, la musique, où il réutilise past present mais en rajoutant le terme futur dans la musique, je trouve que c'est tellement beau, et ça crée une dernière fin de série qui est assez magnifique. Alors que ça qui est paradoxal, c'est que c'est une fin de série qui fait plus
avant-dernier épisode que dernier épisode, parce que on sent que le climax c'est Rogue One, et que ça c'est ce qui nous mène à Rogue One en fait. Donc je trouve qu'il y a un sentiment très particulier, c'est quand j'ai fini la série, j'étais très ému certes, mais j'avais pas la sensation de finir la série. C'est pour ça que j'avais revu Rogue One juste après, parce que vraiment Rogue One, revoyez Rogue One, vous avez vraiment une sensation de Andor saison 3 en voyant Rogue One quoi. Donc je trouve qu'ils ont bien réussi à bien gérer le côté transition à Rogue One et finale de série quand même, parce que ce final, au final, c'est même pas un final très action, c'est un final qui est très très bavard, et ça marche bien quand même, et c'est quand même un très très bon final quand même, avec ce moment où il marche, où il lâche un dernier regard à la guérisseuse de la Force, et ensuite il va dans son vaisseau, il va dans son vaisseau, on voit son reflet de rebelle, de Cassian avec son reflet sur le vaisseau de la rébellion, qui montre que maintenant il a enfin accepté son identité de rebelle, et il va dans sa mission vers sa mort. Je trouve que c'est très très beau. En plus t'as K2SO qui brise le quatrième mur en disant que ouais, heureusement que cette fois je sais où on va cette fois, parce que nous on a vu Rogue One et on sait où ils vont du coup, et donc il s'en va. Donc très très beau parallèle encore une fois, et la fin, on apprend que Bix a l'enfant de Cassian, avec la même mise en scène que la mort de Cassian, avec elle qui regarde l'horizon comme Cassian qui regarde l'horizon qui va le tuer dans Rogue One, donc encore un parallèle très très douloureux, et donc une fin on montre que, une fin qui fait très Star Wars Rebels, avec Kanan qui meurt aussi, sans savoir que Hera était enceinte de lui, donc il y a une mort un peu comme ça. Bon, j'espère pas qu'ils vont nous faire le coup de Cassian Junior qui va popper dans un film Star Wars dans 30 ans, j'espère pas quand même. Mais j'aime le fait, moi il y en a qui gueulaient sur le fait que, on va pas être le personnage de Bix, je pense, mais en tout cas sur le personnage de Cassian lui-même, je trouve que ça rend tout l'arc de Rogue One encore plus fort. D'ailleurs, on revoit un Rogue One, je me rends compte à quel point ça. Je trouve que ça marche tellement bien, sa dernière scène là, et sa première scène dans Rogue One, où vraiment quand il entend parler de Galen Erso, il connaît déjà le nom, ou quand il lui dit de quelle arme il s'agit, lui il veut savoir c'est quoi l'arme, parce qu'il sait déjà qu'il y a une arme qui est en préparation, parce que Luten lui a dit avant de mourir. Donc tout est cohérent avec Rogue One, et même le fait qu'il tue le mec au début de Rogue One, c'est cohérent avec le fait que Luten ait tué Loni pour ces informations là également, donc c'est cohérent avec Luten, et donc c'est ce que avec cette série là, c'est ce que j'aime bien avec Rogue One, c'est que dans Rogue One j'ai l'impression de voir Cassian, en fait c'est Cassian qui devient Luten en fait dans Rogue One. C'est qu'il finit le travail de Luten, et dans ce film là, du coup il devient comme Luten, il finit le travail de Luten, il tue des rebelles s'il le faut, il devient presque extrémiste s'il le faut, il est prêt à tuer Galen Erso s'il le faut. Et dans ce film-là, c'est lui qui va devenir le mentor de Jyn Erso. Donc comme lui était l'élève de Luten, et c'est lui qui va la convaincre de rejoindre la rébellion, d'être un rebelle pour combattre du coup l'Empire. Il y avait tout cet héritage-là qui était très intéressant de ce mec-là, de Gorman, qui était juste un mec d'hôtel qui avait perdu sa famille dans le premier massacre, qui va mourir dans le deuxième massacre, et qui avait dit à Cassian que les rébellions sont faites. The rebellions are built on hope. Du coup, qui est une phrase qu'il dit dans Rogue One, qui sera dit par Jyn à la fin. Et j'aime bien cette idée des phrases qui montrent que la rébellion c'est une idéologie certes, mais c'est pas juste une idéologie propagandiste, c'est une idéologie qui se propage de façon positive partout dans la galaxie pour créer du coup toutes ces rébellions qui va battre l'Empire et donc assurer la liberté de la galaxie. Donc ça c'est quelque chose qui marche très très bien dans cette séquence là. Puis il y a toutes les séquences où bien sûr il dit à Jyn que t'es sous choc, j'ai déjà vécu ça avec Bix on peut supposer. Et je trouve qu'en fait Cassian c'est pas du tout le même personnage dans Rogue One, je trouve que Cassian il est beaucoup plus... il y a un petit côté mesquin dans Rogue One, Cassian. Après, il fait un peu plus jeune parce que c'était 8 ans avant, alors que c'est censé être 2 heures après par rapport à Andor. Mais il est beaucoup plus mesquin dans Rogue One, il a un côté plus Han Solo, il a un côté un peu BG qui se la pète, qui se cache derrière une façade de mec un peu classe et tout, un peu Han Solo-esque, je trouve. Mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai l'impression que dans ce film-là, Cassian est avec la Force en fait. Cassian, on lui a dit que la Force est avec toi, il regarde la guérisseuse de Force, il rencontre Shiru Timue, qui est un mec qui est touché par la Force, et donc dans Rogue One, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est plus en paix avec lui-même, en fait, dans Rogue One. Donc quand il meurt dans Rogue One, il voit sa destinée venir vers lui, et il a pas peur. Il savait qu'il avait signé ce contrat-là, et quand il meurt, il meurt en sachant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, que sa destinée a été réalisée, qu'il est devenu le messager du film. Il demande à Jyn si jamais ils avaient reçu le message, et il était sûr que oui, là où dans l'arc de la prison, il disait que ouais, personne n'a reçu notre message, etc. Donc il y avait ça qui était très intéressant, et donc sa mort qui gagne encore plus en émotion, parce que comme j'ai dit, on peut voir en Jyn un peu sa sœur, il peut voir sa sœur en Jyn quand il meurt, il revoit le soleil qui va le tuer dans Rogue One, et en plus de penser à sa mère, quand il dit à Jyn que son père serait fier d'elle, nous on sait maintenant que Cassian est père en fait. Cassian lui il va mourir sans savoir qu'il est père d'un enfant,
Et ce père-là, et ce fils-là sera extrêmement fier de lui parce que son père qu'il n'a jamais connu est mort en héros. Du coup, ils ont réussi à donner une telle dimension à la mort de Cassian. Bravo Diego Luna pour ce... Je pense que j'ai parlé plus d'une heure juste sur Cassian, mais bravo Diego Luna pour ce rôle fantastique. On a réussi à avoir un personnage dont tout le monde se foutait dans Rogue One. On a réussi à en faire un personnage absolument extraordinaire, un personnage fort en émotion, avec une évolution ambiguë, héroïque peut-être, pas toujours, forte en émotion. L'un des plus grands personnages en termes de pur arc narratif, de développement qu'on a eu de l'histoire de Star Wars, et merci beaucoup pour ce personnage-là, Diego Luna.